Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Alain Joyandet, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur LR de la Haute-Saône, vous réagirez notamment à cet hommage aux 13 militaires tués au Mali. Emmanuel Macron dit s'incliner devant leur sacrifice. Nous y reviendrons également dans un entretien exceptionnel avec Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste. Il sera aussi notre invité à 18h30. Durant 1h30, nous irons comme tous les jours en salle des conférences pour recueillir les réactions d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera avec Fanny Conqui. Et puis nous serons en direct de l'hémicycle du Sénat et cette fois ce sera avec Alice Bardot. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Jean-Philippe Moinet est avec nous aujourd'hui. Bienvenue Jean-Philippe, directeur de la Revue Civique. Vous revenez vous aussi sur cet hommage qui vient d'avoir lieu. Oui, un hommage chargé d'émotion et de sens aussi pour nos armées. On y reviendra avec vous dans un instant. Jonathan Dupriez est aussi avec nous aujourd'hui. Bonsoir Jonathan. Vous revenez sur la réforme des retraites. Alors, pas sur le texte qui est encore en cours d'écriture, plutôt sur les tensions, les remous politiques que cela suscite. Voilà, des tensions et de la fébrilité, surtout au sein du gouvernement. C'est à suivre avec vous. Marie Brémaud fait aussi partie du club ce soir. Marie, bienvenue. Vous êtes notre spécialiste Europe. Ouverture de la COP25 aujourd'hui à Madrid. Mais au fait, que compte faire l'Europe pour le climat? Et si elle prenait le leadership dans la lutte contre le réchauffement climatique? On aime bien ce genre de teasing. À tout à l'heure, Marie. Dans une demi-heure, notre grand débat. On reviendra justement sur les enjeux de ce nouveau sommet international pour lutter contre le réchauffement climatique. Beaucoup commencent à se demander à quoi ça sert. Et notamment les jeunes qui se mobilisent depuis des mois pour alerter l'opinion et les dirigeants. COP25, les États essaient-ils de se donner bonne conscience? #ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Mais d'abord, cet hommage à nos 13 militaires tués au Sahel, morts dans le cadre d'une opération contre les djihadistes. On va en parler avec vous dans un instant, Alain Joyandet. D'abord, retour sur cette cérémonie, c'est avec Cécile Sixou. Au son des tambours, les soldats défunts sont entrés un par un dans la cour des Invalides, portés par leurs frères d'armes. 13 cercueils drapés de bleu, blanc, rouge, déposés en éventail, sous les yeux des 2500 personnes présentes dans la cour des Invalides. Familles, militaires, gouvernements, hommes politiques, mais aussi des milliers d'anonymes à qui l'hôtel des Invalides a été ouvert. Une cérémonie présidée par Emmanuel Macron qui a dressé le portrait de chacun des 13 soldats morts au Mali. Leurs noms seront inscrits sur le monument aux morts en opération extérieure. 13 noms qui seront inscrits dès demain à l'encre de pierre sur le monument aux morts pour la France en opérations extérieures. Comme les noms de l'engagement de nos armées pour notre défense, comme les noms de la lutte de tout un pays contre ses ennemis. Le président de la République s'est aussi incliné devant le sacrifice des 13 soldats. Je m'incline devant la douleur des familles, devant les parents qui pleurent un fils, les épouses, les compagnes qui perdent l'être aimé, devant les enfants que ce drame laisse orphelins, devant les enfants à naître dont cette guerre aura volé le père. Emmanuel Macron a ensuite remis à chacun des 13 hommes la Légion d'honneur à titre posthume. Ce matin, avant la cérémonie, les Parisiens ont pu se recueillir au passage des cercueils sur le pont Alexandre III. Et on ressent beaucoup d'émotions, c'est comme si un peu de nous-mêmes était parti. Ce sont des frères, des fils, des enfants qui sont partis. Et ils sont partis au départ, ils sont partis en mission pour nous. Après la cérémonie, Emmanuel Macron a rencontré en privé les familles des victimes. Allons plus loin donc avec vous, Alain Joyandet, sénateur LR de la Haute-Saône, secrétaire de la Commission des Finances. Merci d'être avec nous. Vous partagez l'émotion des Français et du chef de l'État qui dit s'incliner devant ces sacrifices? Bien sûr, et je m'incline aussi. Vous savez, j'ai eu la charge au gouvernement de m'occuper de l'Afrique pendant 3 ans et de suivre particulièrement ce qui se passait dans la bande du Sahel. Nous savions que c'était grave, qu'il fallait rester là-bas, qu'il fallait s'occuper de la situation. Une situation que l'on voyait bien s'amplifier. En quelques années au gouvernement, on a vu le nombre de djihadistes s'amplifier terriblement.
dans cette bande du Sahel avec des moyens très importants. Et on a bien compris, on a très vite compris que les années à venir allaient être très très lourdes de conséquences pour nos pays, parce que c'est pas loin, hein, c'est tout à côté de chez nous. Et je pense vraiment que l'avenir de l'Europe est complètement conditionné par ce qui va se passer en Afrique et qu'il faut impérativement, je rejoins ce qu'a dit le président Macron, il faut que l'Europe tout entière se mobilise, pas uniquement la France, parce que c'est de notre avenir qui est en jeu dans cette affaire. Pas que l'avenir des Français, mais l'avenir de toute l'Europe. Et je répète les mots du chef de l'État. Je répète juste les mots du chef de l'État pour les téléspectateurs qui ne les connaîtraient pas. Dans les prochaines semaines, un travail en profondeur sera demandé au gouvernement et à nos armées pour regarder les modalités de nos interventions. Toutes les options sont ouvertes. Dans ce contexte, une plus grande implication des alliés serait tout à fait bénéfique. Voilà les mots du chef de l'État. Bien sûr, il a raison. Vous savez, il y a deux choses. Il y a les accords de défense entre la France et les pays qui sont principalement concernés d'ailleurs hein, par le djihad. Et puis il y a la question de nos partenaires depuis très longtemps. Depuis très longtemps, on dit qu'il faut revisiter les conditions dans lesquelles nous sommes là-bas. C'est-à-dire, mais comment on fait ? Eh bien, à titre personnel, justement, je pense qu'on ne peut pas revisiter grand-chose. Je pense que nous sommes là-bas pour longtemps. La seule question qui se pose, c'est comment est-ce que nos partenaires européens nous aident, s'ils n'en ont pas les capacités militaires, qu'au moins sur le plan du coût, sur le plan financier de cette présence de la France là-bas, nos partenaires européens se mobilisent pour faire en sorte que ce ne soit pas la France seule qui porte la présence militaire. Pourquoi ils ne le font pas d'après vous ? Je pense qu'il n'y a pas encore, moi je le dis souvent, hein, il n'y a pas encore suffisamment de prise de conscience des Européens que leur avenir passe par l'avenir de l'Afrique et que seule la France ne peut pas être engagée là-bas. Nous sommes les plus professionnels. Nos armées sont prêtes et depuis longtemps. Vous savez, parfois on nous reproche cette relation avec l'Afrique. Quand on y est, on nous dit que nous sommes encore des colons. Et quand on n'y est pas, on nous dit qu'on se désintéresse. On voit bien sur ce qui vient de se passer, on voit bien avec Barkhane que la France doit être en Afrique. Et à mon avis, elle y est pour longtemps, parce que ce n'est pas demain que les armées africaines qu'on essaie de professionnaliser seront capables de se défendre seules. Donc nous sommes là-bas pour longtemps. Les autres armées européennes n'ont pas forcément la technicité des Français. Et notamment, on l'a entendu tout à l'heure dans la bouche du président de la République, de ces professionnels, de ces 13 professionnels qui ont laissé leur vie là-bas, qui étaient tous des types extraordinaires. Donc les Allemands, les Anglais ne sont pas forcément prêts à faire ça, mais qu'au moins on ait un fonds européen qui viennent financer l'effort de la France. Alain Joyandet, on va continuer d'en parler puisque c'est le thème choisi par l'un de nos chroniqueurs du jour. C'est l'heure du club d'Allons plus loin. Et Jean-Philippe Moinet, on commence ce club avec vous. Vous avez donc choisi, vous aussi, de revenir sur cet hommage, cérémonie d'hommage, particulièrement grave et solennelle. Oui, une cérémonie chargée d'émotions, Rebecca, et de gravité, une cérémonie citoyenne, hein, ça a été dit dans votre sujet, car pour la première fois, l'hommage était ouvert au public et permettant ainsi aux citoyens de s'associer directement et physiquement au recueillement, à l'hommage dû à ces 13 soldats tués, au-delà aux combattants de Barkhane, à l'armée française, étroitement liée, ça a été dit par le sénateur, aux armées africaines aussi, dans un combat qui dure depuis 6 ans contre le djihadisme armé au Sahel. Toute la nation était réunie, côte à côte des sensibilités politiques opposées et convergées, unité des militaires aussi, bien sûr, hautement et massivement représentés dans cette cour d'honneur, et les citoyens anonymes, donc venus nombreux déjà au passage, on l'a vu aussi dans le sujet de Cécile Cixous, ces véhicules funéraires sur le pont Alexandre III, une émouvante aide d'honneur aux citoyens de tous âges, d'ailleurs, tenaient ainsi à rendre hommage aux armées et aux soldats tombés dans un dur combat contre le terrorisme djihadiste. Un combat dont la France et les pays africains liés à l'action Barkhane ont payé un lourd tribut. Hein. Oui, c'est un lourd tribut. 13 soldats tués, un triste record en perte française depuis l'attentat qu'avait subi notre armée, c'était en 1983 au Liban. Et rappelons les 44 soldats français tués au total depuis le début de l'opération Barkhane et plus largement les 367 militaires français tués en opération extérieure depuis 1991. Un énorme sacrifice, en effet, sachant qu'il ne faut pas oublier non plus l'ensemble des victimes du terrorisme dans cette région du Sahel. Début novembre, c'est il y a très peu de temps, une attaque djihadiste revendiquée par État islamique a tué 49 militaires maliens. Et depuis 2012, on dénombre plusieurs milliers de morts dans ce conflit armé au Mali. C'est dire l'ampleur
de l'enjeu pour cette région d'Afrique, mais aussi pour toute l'Europe. Ça a été souligné à l'instant, Barkhane étant un bouclier finalement contre une menace terroriste qui perdure malheureusement. Et vous avez bien raison de rappeler ces chiffres, un enjeu que la présence du président malien représentait d'ailleurs et que le président de la République a rappelé. Oui, et dès ses premiers mots, le président Emmanuel Macron a évoqué la liberté qui a souvent le goût du sang versé. Le chef de l'État, qui est aussi le chef des armées, on le sait, a rappelé les circonstances précises de la mort de ces 13 soldats en opération nocturne pour la France, dit-il. Mort, a-t-il ajouté, pour la protection des peuples du Sahel, pour la liberté du monde. Et, ajoute-t-il encore, pour nous tous qui sommes là réunis dans cette cour, il a mentionné ça comme pour rappeler le lien entre le global et le local finalement dans cette lutte. Et aux soldats, leur sacrifice, le chef de l'État s'est voulu porte-voix cet après-midi pour assurer le soutien du pays tout entier. Il l'a redit aux soldats, à tous les soldats, à leur chef. Il a redit sa confiance aussi aux armées, car, dit-il, la mission continue sans aucune trêve. Et oui, elle continue la mission, un hommage appuyé donc à l'engagement actuel mais aussi futur des soldats. Oui, alors le temps de l'ajustement de la stratégie Barkhane viendra sans doute, mais là, Emmanuel Macron tenait à saluer finalement la fierté française dans, je cite, cette guerre de toute une nation contre le terrorisme. La France est fière de notre engagement et de votre engagement, de votre courage, de votre sacrifice, a-t-il dit aux soldats présents autour des cercueils, et d'insister. Les larmes aujourd'hui sont mêlées d'espoir et de détermination. Alors espoir, de quoi s'agit-il? Alors il dit, Emmanuel Macron, espoir en notre jeunesse, en notre armée, et détermination à faire triompher les valeurs de notre République. Il a convoqué, pour finir, les héros de notre histoire, dont les silhouettes veillent sur la patrie aux invalides, a-t-il précisé, concluant sur les couleurs du drapeau, couleurs d'une nation unie pour qu'elle vive libre et forte, a-t-il ajouté. Et les derniers mots présidentiels étaient pour saluer, encore une fois, le devoir des soldats et leur assurer, devant les familles endeuillées, un engagement qui tient en ces 3 mots. Nous ferons bloc. Alain Joyandet, c'est peut-être malheureusement l'un des rares moments d'unité nationale, ce genre de cérémonie. Moi, je pense que c'est vraiment le devoir de chacun dans ce genre de circonstances de faire bloc derrière le président de la République, derrière le gouvernement. Voilà, c'est la République, c'est la nation. Je pense qu'il n'y a aucune place dans ces moments pour une quelconque polémique. Voilà. Alors, bien sûr, il peut toujours y avoir des questions qui se sont d'ailleurs posées ces jours-ci sur la présence française, sur comment elle s'exerce, qu'est-ce qu'il peut y avoir à revoir éventuellement. Ce sont des questions qui se posent, qui sont légitimes, mais en aucun cas ni polémique, ni politicienne. Je veux dire que tout le monde doit être derrière nos soldats. C'est la liberté de chacun qui est en jeu. Jonathan Dupriez, on va continuer avec vous. Et avec vous, on va parler de la réforme des retraites. Alors qu'une grève massive s'annonce jeudi, le gouvernement a tenu une veillée d'armes hier soir à Matignon pour anticiper la crise. Oui, le gouvernement était au grand complet autour d'Édouard Philippe. C'était un séminaire d'ailleurs où la décontraction était presque un peu surjouée. On aura noté Édouard Philippe sans cravate, Christophe Castaner. Voilà, chemise ouverte, Christophe Castaner en jean basket, mais derrière les masques, la fébrilité du gouvernement est bien réelle. On s'attend à un jeudi noir. La grève promet d'être massivement suivie et sa durée est tout aussi incertaine que redoutée. Au sommet de l'État, on craint aussi des débordements dans le cas où les Gilets jaunes se joindraient aux syndicats. Et en filigrane, l'exécutif espère surtout ne pas rejouer les grèves de 95 où, sous la pression, Alain Juppé avait dû enterrer sa réforme des régimes spéciaux. Donc à Matignon, hier, les ministres devaient donc accorder leur violon avant le 5 décembre, ajuster les éléments de langage et de quoi monter au front dans les matinales radio, ce que n'a pas manqué de faire Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Il a insisté ce matin sur France Inter sur l'urgence de la réforme pour la survie du système. Écoutez-le. Si nous voulons garantir aux Français, en responsabilité, que notre système de retraite par répartition, où ceux qui travaillent cotisent pour ceux qui ne travaillent pas, est garanti dans les années à venir, quelle que soit la situation économique, quelle que soit la situation financière, il faut qu'il y ait un équilibre financier. Vous ne partez pas avec un déficit qui est évalué par le Conseil d'orientation des retraites entre 7 et 18 milliards d'euros.
Voilà, et alors malgré ces arguments bien martelés, c'est presque déjà trop tard, on ne sait plus vraiment où le gouvernement veut en venir. Et oui, et plus on se penche sur cette réforme, et finalement moins on la comprend, d'autant que depuis l'été, les atermoiements du gouvernement se sont multipliés, notamment sur l'âge pivot, la durée de cotisation, la clause du grand-père, si finalement il va y en avoir une ou s'il ne va pas y en avoir une. Et donc finalement ça brouille un peu les intentions du gouvernement sur cette réforme des retraites. Ce dont on est sûr, c'est qu'en tout cas l'exécutif veut se débarrasser de ces 42 régimes spéciaux existants et instaurer un régime de retraite universel par points. Cette réforme se fera, a même dit Gérald Darmanin, assez catégorique dans les colonnes du JDD. Mais finalement, à quel prix, sous quelles conditions et quid du calendrier exact? Donc beaucoup d'inconnus demeurent. Et donc ça énerve un petit peu la classe politique, à gauche comme à droite, cette impression que le gouvernement navigue à vue. Donc ça crée des tensions. Le président du Sénat lui-même s'en est agacé de ce flou entretenu par l'exécutif. Donc pour lui, c'est un problème de cap qu'a Emmanuel Macron, un problème de méthode aussi, à tel point que les Français n'y comprennent plus rien. Écoutez-le. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opacité la plus totale. Qui comprend quelque chose? 1 an et demi, M. Delevoye négocie. Nous participons d'ailleurs à 2 colloques. Nous les organisons pour éclairer les Français. Ensuite, on nous explique non. Ce ne sera pas l'âge pivot. Ce sera le nombre d'annuités. Puis, dans un avion, il y a quelques semaines, le président de la République parle de la clause grand-père. À force qu'on ne sache plus ce sur quoi la réforme va être construite, je pense qu'il faut clarifier les choses. Il nous faut un texte et engager un vrai dialogue. Et certains syndicats, comme la CFDT, qui étaient pourtant favorables à la réforme, commencent eux aussi à s'impatienter. Le gouvernement devra assumer seul d'avoir enterré sa réforme, tacle Laurent Berger dans le Figaro. La CFDT ne veut pas d'un allongement de la durée du travail et espère une réforme systémique. Et la centrale de Belleville pourrait même appeler à manifester, à rejoindre la grève si ces lignes rouges étaient franchies. Vous aussi, vous êtes agacé, Alain Joyandet? Je suis interrogatif parce que, comme tout le monde, j'observe ce qui se passe et je ne sais plus non plus où le gouvernement veut en venir. Mais il y a surtout une chose qui me frappe, c'est qu'on n'ait pas tiré les enseignements du passé. Je pense que sur une réforme comme celle-là, il faut impérativement avoir une concertation, une négociation, ne rien annoncer de catégorique, ça a été dit tout à l'heure, avant que les partenaires sociaux aient donné au moins en partie leur accord. Je rappelle que lorsque nous étions au gouvernement, nous avons fait quand même quelque chose de très important. C'est passé comme ça un peu inaperçu. Quand on a transféré l'âge pivot de 60 à 62 ans, on l'a fait. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu 8 ou 9 jours de grève. Ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que la négociation avait été très longue, parce que les partenaires sociaux ont bien compris qu'il fallait faire quelque chose. Et du coup, il n'y a pas eu de gros problèmes sociaux. Et là où on s'attaque à la réforme d'une manière systémique, dit-on, je pense que ce serait nécessaire d'avoir véritablement une négociation objective, parce que les partenaires sociaux ne sont pas jusqu'au-boutistes. Si on fait les choses qui sont des choses justes, parce que c'est ça le problème, c'est de conduire une réforme qui soit une réforme juste et qu'on attende d'avoir un minimum d'accord. Évidemment, on sait très bien qu'on n'aura pas l'accord de tout le monde, mais qu'on ait un minimum d'accord avant de dire maintenant, ça y est, on y va, on réforme. Bien sûr qu'il y aura quand même une contestation, parce qu'il y a toujours une contestation. Mais est-ce que c'est pas ce qu'a fait exactement Jean-Paul Delevoye? 1 an et demi, 2 ans de concertation, consultation? Oui, mais sauf qu'il a fait une concertation sur des bases qui aujourd'hui ne sont plus les mêmes que celles sur lesquelles, semble-t-il, on va réformer. C'est là qu'on peut incriminer le gouvernement, c'est-à-dire qu'il a changé les règles du jeu en cours de route, en cours de discussion? Les règles du jeu, vous l'avez entendu de la part du président Larcher, je pense qu'il n'invente rien. Les choses changent beaucoup trop vite. Et donc, plus personne ne sait vraiment où on veut en venir. Et à titre personnel, je pense qu'il faut absolument qu'on trouve une solution. Peut-être, contrairement aussi à ce que dit M. Berger, il faut quand même qu'on trouve une solution pour faire en sorte que les gens travaillent un peu plus longtemps, alors pas forcément plus longtemps dans l'âge, mais on peut peut-être aussi discuter la semaine de 35 heures pour un certain nombre de personnes. Je ne parle pas des métiers pénibles, mais pour un certain nombre de personnes, on peut peut-être en discuter. Comment travailler plus sans pour autant travailler plus dans la durée, dans le temps. Mais il faut qu'au total... Et moi, je rapporte le budget de la sécurité sociale ici, au Sénat. Je vois bien l'état de nos comptes sociaux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que l'assiette sur laquelle
sont prélevées les cotisations augmentent. Il n'y a que deux solutions. Ou bien on passe à un âge plus lointain, ou bien dans la semaine, on essaie de travailler un peu plus. On peut peut-être travailler 37 au lieu de 35. Voilà des petites solutions qui rapporteraient beaucoup d'argent, qui nous permettraient de garder le système par répartition sans que ce soit la révolution. Et l'idée est lancée. Marie Brémond, on termine le club avec vous. Notre spécialiste Europe, ce lundi a donc été lancée à Madrid la COP25. L'occasion de se demander ce que compte faire la nouvelle équipe européenne pour le climat. Tous les regards sont en tout cas tournés vers l'Europe. Oui, parce qu'en la matière, on ne va pas attendre que le sursaut y vienne en ce moment des États-Unis ou du Brésil. L'Union européenne, eh bien, elle veut être le moteur concernant l'environnement. À la COP25, il y a d'ailleurs tous les chefs d'État ou de gouvernement des pays européens. Il y a aussi les présidents du Conseil européen, Charles Michel, du Parlement européen, David Sassoli, et évidemment à leur côté, Ursula von der Leyen, la présidente de la toute nouvelle Commission. Alors pourquoi les regards, eh bien, ils sont tournés vers l'Europe en la matière? Eh bien, écoutez, la top priorité d'Ursula von der Leyen, elle était ici il y a quelques jours devant le Parlement européen. S'il y a un domaine où le monde a besoin de notre leadership, c'est bien celui de la protection de notre climat. C'est une question existentielle pour l'Europe et pour le monde. Comment pourrait-il en être autrement ? Alors que 85% des personnes en situation d'extrême pauvreté vivent dans les 20 pays les plus vulnérables au changement climatique. La présidente de la Commission européenne, avec son futur Green Deal, elle s'est fixé un objectif, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Certains au Parlement ont milité pour que cela arrive à plus court terme. En tout cas, les eurodéputés, ils ont voté jeudi dernier une résolution certes symbolique, mais qui vise à mettre la pression sur la Commission. Ils ont voté l'urgence climatique et environnementale dans l'Europe et dans le monde. Est-ce qu'on a des choses un petit peu plus concrètes sur les pistes, sur les mesures qui sont envisagées dans le cadre de ce Green Deal? Alors, il y a quelques pistes qui semblent d'ores et déjà sur la table. Une banque européenne d'investissement convertie en banque du climat. Et les critères de stabilité de la zone euro concernant les taux de dette, les déficits, eh bien, ils ne s'appliqueraient pas aux investissements dans la transition énergétique et l'innovation. En tout cas, c'est ce que souhaite la nouvelle commission. Reste à convaincre certains pays comme l'Allemagne. Autre piste sérieusement envisagée, eh bien, c'est enfin la fameuse mise en place d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, une sorte de protectionnisme climatique. Après, il faut voir les secteurs où cette taxe pourrait s'appliquer. On parle notamment de certaines industries comme le ciment ou l'acier. La Commission envisage aussi un plan d'action sur l'économie circulaire, mais également une grande vague de rénovation du bâtiment, une réduction des subventions aux compagnies aériennes ou encore un grand plan de reforestation européen. Cet objectif européen il devra aussi se retrouver dans la réforme de la PAC, la politique agricole commune. La Cour des comptes, elle chiffre tout de même l'effort annuel à plus de 1 000 milliards d'euros. Aux pays européens maintenant de prendre leurs responsabilités et d'adopter lors du prochain Conseil européen des 12 et 13 décembre, l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, ce serait un premier pas. Alain Joyandet, vous croyez en cette Europe, cette nouvelle équipe européenne pour lutter contre... J'ai eu l'habitude des conférences internationales sur d'autres sujets, y compris d'ailleurs sur le climat. J'ai tellement vu de conférences internationales qui se terminent avec de très grandes conclusions qui ne sont jamais appliquées, que je ne suis pas un climato-sceptique, mais je suis un peu sceptique sur les engagements qui sont pris dans les conférences internationales. Comme beaucoup de citoyens, on commence à entendre beaucoup cette question. Vous savez, la France, dans ce qui concerne le rejet de CO2, le français est dans la moyenne mondiale. Bon, l'américain rejette 3 fois plus. Et à l'intérieur de l'Europe, un Allemand rejette 2 fois plus qu'un Français. Voilà la situation actuelle. Et avec tout ça, on veut essayer de coordonner l'ensemble pour que les 32 milliards de tonnes de CO2 qui sont rejetées dans le monde baissent d'un certain nombre de pourcentages d'ici les années 2030, 2040 et surtout pour 2100. Donc, est-ce qu'on peut, avec une situation aussi différente, par continent ou à l'intérieur même de l'Europe, prendre des décisions communes? Ça paraît quand même très, très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, mais je trouve que la solution est difficile à trouver. Et on y reviendra évidemment dans le débat tout à l'heure. Alain Joyandet, on va maintenant aborder un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. C'est la question des déserts médicaux. C'est l'heure de sénateur à domicile.
Public Sénat vous a donc suivi dans votre circonscription, la Haute-Saône, qui n'est pas épargnée par le manque de médecins, mais le département a choisi de regrouper ses services de santé dans un seul et même lieu, l'hôpital de Vesoul. Les autorités espèrent ainsi attirer de nouveaux médecins. Alizé Boissin vous a suivi, c'était vendredi. On regarde son reportage et on en parle après. Ici, il n'y a plus de maternité ni d'urgence. À Lure, en Haute-Saône, ce n'est pas un problème, mais un choix. Avec ses 8000 habitants, la commune a décidé de réorganiser son offre hospitalière il y a 10 ans. Une idée du sénateur du département, Alain Joyandet. La fusion s'est faite un peu dans la douleur, dans un premier temps, parce qu'évidemment, ici, nous avons fermé un certain nombre de services qui ont été centralisés sur l'hôpital central. Bonjour. En plus du suivi de patients, le site est spécialisé en neurologie. Une réorganisation qui séduit le docteur Ziegler, chef de service. C'est une structure assez... On a quand même 4 infirmières à temps plein, ce qui est exceptionnel pour la service de neurologie. Habituellement, il y en a une. Et il y a cet aspect familial. Vous avez 4 infirmières qui connaissent chaque patient. Donc c'est toujours la même qui va les piquer, par exemple. Elle connaît leurs veines. Les gens viennent en confiance, ils se sentent un peu chez eux. Et en plus, vous avez la technicité et le matériel de bonne qualité. Et vous évitez de vous retrouver dans des immenses centres où faire la queue, où personne ne vous connaît. Moins de services pour mieux connaître ses patients, c'est le but de l'hôpital de proximité. Qui nous permet de garder de la présence médicale, la continuité des soins à proximité des citoyens. Parce qu'au fond, il faut réussir à faire de la proximité et en même temps de la sécurité et de la qualité. Pour des opérations de qualité, direction le cœur du département à Vesoul. L'hôpital regroupe la majorité des compétences du territoire. Maternité, salle d'opération ou encore service d'ophtalmologie. Au total, 160 millions d'euros ont été dépensés pour rendre cet espace performant. Avec un but bien précis, attirer de nouveaux médecins. Grâce à ce plateau technique, du coup, l'attractivité du département de la Haute-Saône est beaucoup plus importante, ce qui fait que nous n'avons quasiment pas de problème pour l'hôpital pour faire venir un certain nombre de médecins, de chirurgiens. Attirer des médecins mais aussi des internes, c'est le cas de Margot, jeune étudiante en gynécologie. Comme elle, chaque année, 40 internes choisissent Vesoul pour se former. C'est un hôpital qui est récent, les locaux sont neufs, donc on a accès à pas mal de choses. Et puis il y a pas mal de personnel médical dans les équipes, les jeunes médecins. Qui se renouvellent beaucoup donc en fait, et qui appliquent les protocoles qui sont faits au CHU. Donc ça permet de se former de la même façon qu'au CHU, mais dans un plus petit centre qui est aussi plus agréable parce que c'est plus familial. Voilà, l'ambiance est agréable. Margot hésite encore à rester à Vesoul après ses études. Et c'est là tout l'enjeu du département, recruter de nouveaux médecins pour lutter contre les déserts médicaux. L'année dernière, sur les 40 internes, seulement 7 sont restés. Intéressant, Alain Joyandet, une réaction à ce reportage qui a donc été monté sans vous, mais vous y avez participé? Oui, c'est vrai que c'est le dossier qui me tient le plus à cœur, sans doute, de mon engagement public depuis fort longtemps. Et ce que vous avez vu là en quelques minutes, puisque c'est la contrainte de la télévision, est le résumé de 20 ans d'action entre le moment où on a commencé à vouloir fusionner nos hôpitaux. On a très vite compris dès 1995 que si on voulait des hôpitaux partout, de qualité, avec des plateaux techniques partout dans le département, on n'en aurait plus du tout, parce que c'est pas possible. Donc ce qui nous a guidés, c'est une théorie simple, c'est on regroupe à Vesoul tout ce qui est technique, tout ce qui coûte cher, tout ce qui demande des spécialistes, des chirurgiens, qu'on ne pourra pas en avoir dans tout le département. Et par contre, on décentralise tout ce qui n'est pas obligatoirement centralisé, dans une sorte d'équité, y compris aussi des emplois. Résultat, aujourd'hui, je crois qu'on a partiellement en tout cas réussi le double pari de la proximité et de la qualité, avec en plus des fédérations de services avec le centre hospitalier universitaire. Et donc tout ça fonctionne très bien. Et ça permet aussi aux médecins indépendants d'avoir des services hospitaliers dans le département, ce qui leur permet aussi d'avoir un travail plus intéressant. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu 20 ans pour en arriver là? Eh bien, parce que quand on veut fusionner des hôpitaux, on a commencé par en fusionner 2, puis 3, puis récemment le 4e. Expliquer à chacun qu'on va fermer une maternité dans un endroit, un service de cardio dans un autre endroit, et qu'après on demande l'autorisation au gouvernement dans le cadre de l'hôpital 2007 pour avoir droit à la construction de cet établissement neuf au cœur d'un petit département
alors qu'on n'a rien demandé, puisqu'on a pratiquement tout autofinancé, nos 160 millions d'investissements, uniquement en rendant des postes, en disant « laissez-nous faire ». On va rendre des postes et on va, avec les économies budgétaires, rembourser nos emprunts. Ça a été organisé un petit peu comme une entreprise, même si on est dans le service public. Et aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup plus d'emplois qu'avant, parce que du coup, on a ouvert d'autres services, des spécialités dans les hôpitaux qui ont fermé, des services classiques, les services de plateau technique. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que tout le monde est content, mais ça a été très difficile. Vous savez, les réformes. Quand il faut réformer dans les territoires, expliquer à quelqu'un qu'on ferme la maternité où il y a 200 accouchements pour aller, même si c'est tout près, à quelques dizaines de minutes, c'est pas facile à faire. Ça revient à ce qu'on disait au début. Je pense que si on fait de la concertation, si on discute avec tous les élus, toutes tendances confondues, les syndicalistes ont été d'une très grande responsabilité. Chacun y a mis du sien. Le résultat est intéressant. Merci infiniment Alain Joyandet d'être venu nous parler de ce sujet qui vous tient particulièrement à cœur et d'avoir commenté les chroniques du jour. Merci à vous tous les trois d'avoir fait partie du club. Aujourd'hui, tout de suite, c'est notre grand débat. Bienvenue sur Public Sénat, merci de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir, nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voici le programme, c'est parti. Dans une demi-heure, entretien exceptionnel avec Marc Trévidic. L'ancien juge antiterroriste lance sa chaîne YouTube pour nous faire part de ses analyses sur le terrorisme et sur la radicalisation, des sujets au cœur de l'actualité après un nouvel attentat à Londres et après l'hommage à nos 13 militaires morts dans le cadre d'une opération contre les djihadistes au Sahel. Beaucoup de questions à lui poser ce soir, #ALPL sur Twitter. Durant cette heure, nous irons également en salle des conférences avec vous, Fanny Conquis. Oui, nous serons avec Michel Boutan. Il était aux Invalides tout à l'heure pour l'hommage rendu aux soldats décédés lors d'une opération au Mali la semaine dernière. Nous parlerons avec lui de l'engagement français, de l'engagement militaire français au Sahel. Merci Fanny, à tout à l'heure. Nous irons également en direct dans l'hémicycle du Sénat et ce sera avec vous, Alice Bardot. Et oui Rebecca, aujourd'hui on a parlé politique industrielle dans l'hémicycle. Lors de l'examen du budget 2020, les sénateurs reprochent au gouvernement son désengagement avec pour conséquence la fermeture de sites industriels, mais aussi des difficultés pour les petites entreprises, les commerces et les artisans des territoires ruraux. Et vous nous ferez un point complet. Mais d'abord, je vous le disais, notre grand débat zoom ce soir sur cette COP25 qui vient de s'ouvrir à Madrid, grand raout annuel dont l'efficacité réelle commence à faire débat. Les jeunes qui multiplient les marches, par exemple, eh bien, ils n'y croient plus. De l'affichage, disent-ils. Les citoyens ont-ils un temps d'avance sur les dirigeants? Réchauffement climatique, est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on recule? On ouvre le débat dans un instant. D'abord les faits avec Fabien Recker. Un à un, les chefs d'État et de gouvernement arrivent à Madrid pour une 25e conférence de l'ONU sur le climat. Décisive. Il faut évidemment que l'ensemble des nations du monde s'entendent, s'accordent pour modifier leur politique, pour faire en sorte que nous soyons à la hauteur des enjeux. L'accord de Paris prévoyait de limiter l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 degrés et si possible à 1,5 degré. Un objectif d'ores et déjà très compromis. On est déjà très avancé dans l'augmentation des températures qui sont quasiment engagées et donc maintenir à 1,5 degré est un énorme défi. Encore possible, mais il suppose des changements assez profonds très vite. Et ces changements assez profonds à faire très vite, ça veut dire que les grands pays qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre aujourd'hui doivent annoncer des choses beaucoup plus ambitieuses que ce qu'ils ont annoncé en 2015, d'ici la fin de l'année prochaine, d'ici la COP26 qui aura lieu à Glasgow. Conformément à l'accord de Paris, 68 pays ont déjà annoncé qu'ils reverraient leurs engagements à la hausse d'ici fin 2020, mais pas les plus gros émetteurs de CO2. Le retrait annoncé des États-Unis, le deuxième pays émetteur, celui quasi officieux du Brésil. Il y a aussi l'Australie qui traîne des pieds avec Scott Morrison, donc Bolsonaro, Trump, Morrison. On voit bien que, disons, cette universalité de l'accord de Paris a du plomb dans l'aile. Un accord qui demeure pourtant le seul cadre de négociation pour promouvoir une action internationale en faveur du climat. Moi, ce que j'espère, c'est des choses qu'on ne va pas voir sur le papier, mais qui seront que les conversations dans les couloirs entre des grandes régions du monde vont être suffisamment ambitieuses pour que très tôt derrière, on ait une annonce du plan quinquennal chinois 2021-2025 qui sera ambitieux en matière climatique ou des choses du côté de l'Europe. Et donc, le résultat de la COP,
on ne le verra pas tout de suite. Il faudra attendre les mois qui se déroulent derrière pour voir jusqu'où on a été ambitieux. Si rien n'est fait, les températures pourraient augmenter de 3 à 5 degrés d'ici la fin du siècle, prévient l'ONU. Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Ronan Dantec, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur écologiste de la Loire-Atlantique, vice-président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Mathieu Cuip, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'UDE, Union des démocrates et des écologistes. Philippe Murer, bienvenue. Vous êtes économiste, Bonsoir. auteur de La transition énergétique, une énergie moins chère, 1 million d'emplois créés. Et vous publiez prochainement Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant. Bienvenue. Emma Aziza, bienvenue à vous également. Vous êtes hydrologue, spécialiste de l'adaptation au changement climatique. Merci à tous les quatre d'être ici. Ronan Dantec, on entend de plus en plus de citoyens se demander très sérieusement à quoi servent ces COP, et notamment celle-ci à Madrid. Est-ce que vous aussi, vous vous posez la question ? Non, je sais pourquoi j'y vais la semaine prochaine. C'est une COP très très technique, qui est une COP qui va travailler sur un certain nombre de mécanismes d'application de l'accord de Paris. Ouais. Ce que je rappelle, ce qu'on ne dit pas, c'est que l'accord de Paris rentre en application l'année prochaine à Glasgow. C'est une COP d'étape. C'est une Mais COP en d'étape. général, les COP, Les COP, c'est c'est un peu ça la question. c'est un peu comme dirait le général de Gaulle, parlant de l'ONU, c'est un machin, mais à part ce machin, je ne vois pas ce qu'on a. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'accord mondial, s'il n'y a pas de multilatéralisme, il n'y a strictement aucune chance de stabiliser le climat. Donc la COP est un moment totalement nécessaire, qui est toujours, évidemment, la vitrine des retards pris, ça c'est une évidence absolue, mais on a besoin de la COP, et notamment, c'est quand même une COP importante sur la question du prix du carbone, qui est vraiment sur la table aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on va réussir à se mettre d'accord sur un prix du carbone universel, mais peut-être un certain nombre de mécanismes économiques, parce que l'Union européenne, et la nouvelle présidente sera là, va commencer à avancer, va commencer aussi à dire qu'il faudra un prix du carbone aux frontières. Donc une partie des débats très, très, très techniques de cette COP sera justement sur cette question, est-ce qu'il y aura des prix d'ajustement du carbone aux frontières, ce qui est une question tout à fait redoutable économiquement. Emma Aziza, on entend des critiques notamment qui viennent des jeunes, la nouvelle génération qui se bat beaucoup pour le climat, et certains ont été interrogés par nos confrères d'Europe 1, ils nous disent ceci: les États essaient de se donner bonne conscience, je pense que c'est du cinéma, c'est tout. On sait que les mesures ne sont pas respectées, ils font quelque chose dans les annonces, mais pas dans les faits. Les États essaient de se donner bonne conscience avec ces COP, d'après vous ? Moi, je pense qu'il y a différents niveaux en fait de politiques qui sont menées en matière climatique. Et si vous voulez, il y a effectivement la question de l'atténuation. Je pense que j'ai des spécialistes autour de la table qui pourront mieux répondre que moi. Moi, je suis vraiment sur la question de l'adaptation, c'est-à-dire que je suis sur le terrain, directement confrontée aux inondations, aux sécheresses, aux canicules, à l'obligation qu'on a d'adapter les populations, d'adapter les bâtiments, d'adapter les systèmes sociétaux dans leur ensemble, parce qu'ils vont devoir complètement muter. Et on le voit encore aujourd'hui avec 2 périodes successives d'inondations majeures dans le sud-est. Il va falloir mettre en place des solutions massives. Et je pense vraiment que la politique de l'adaptation a été le parent pauvre des politiques mondiales en matière climatique. Or, c'est quelque chose de très pragmatique. C'est-à-dire que tous les gaz à effet de serre qui ont déjà été émis, en fait, sont déjà dans l'atmosphère. Donc on sait déjà qu'on va avoir une accélération de ces phénomènes extrêmes et qu'on va avoir des migrations massives, même en France. D'où l'intérêt de ces COP. Philippe Murer, vous y croyez ? Moi, je partage parfaitement le point de vue des jeunes qui s'exprimaient et qui disent c'est du blabla. Effectivement, les COP, ça fait 25 ans qu'on en fait. C'est du blabla sur le climat. Certes, c'est bien de négocier internationalement, mais c'est au niveau national qu'on agit. C'est pas en faisant du blabla. International ? Ah ben non, c'est au niveau national qu'on agit et qu'on doit mettre les moyens les plus importants. D'ailleurs, à ce niveau-là, il faut remarquer que depuis 25 ans de COP, les émissions de CO2 n'ont fait qu'augmenter. Ce qui montre l'échec de ces COP 25 ans de suite, avec une augmentation moins forte maintenant, certes, mais on continue à augmenter. Or, pourquoi ? Parce qu'en fait, les pays émergents augmentent fortement leurs émissions de CO2, pendant que les États-Unis ont baissé de 10% leurs émissions de CO2 là, depuis 10 ans, et que la France a été exemplaire puisqu'elle a baissé de 25% ses émissions de CO2 en 30 ans. Et une chose importante à savoir pour les téléspectateurs, la France, le CO2 émis par habitant par un Français, grâce au nucléaire, est plus faible que celui d'un terrien moyen, en prenant en compte des pays d'Afrique extrêmement pauvres et des pays d'Amérique du Sud. Donc pour vous, ça se passe au niveau national, mais ces COP... Au niveau national, fondamentalement, et après, on va discuter sur les COP. Mais l'action
Voilà, c'est de la communication au niveau international. Ah, carrément. Mathieu Cuip. Je ne suis pas tout à fait d'accord, je rejoins plutôt Ronan Dantec. Je pense qu'il faut une instance dans laquelle le multilatéralisme sur ce sujet s'exprime, a fortiori un sujet qui est éminemment international. Vous mentionniez l'évolution chez les Chinois par rapport aux Américains, ce qui évidemment montre que le sujet, il est mondial. Par ailleurs, pour répondre aux jeunes interrogés par Europe 1, il y a quand même plusieurs niveaux de gouvernance politique. Vous avez les États où il y a un côté un peu lent, un peu gros mammouth qui se met en marche, les COP, on en est donc à la 25e, on a eu un sommet sur le climat des Nations Unies au mois de septembre, on a l'impression qu'il y a des sommets tout le temps et au fond que ça n'avance pas vraiment. Beaucoup, oui. En revanche, il y a aussi, et on est au Sénat, donc les collectivités pour le coup locales, et ça partout, aux États-Unis notamment, on voit des États américains et nos territoires, je pense par exemple à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou au département de l'Hérault, qui lancent des actions extrêmement concrètes qui là sont palpables immédiatement. Il y a des plans zéro plastique au département de l'Hérault. La région PACA a planté récemment ou lance un plan de plantation d'1 million d'arbres. Et donc là, il y a des choses pour nos concitoyens et les jeunes en particulier qui sont palpables, réelles et qu'on voit tout de suite. Alors, des COP, il y en a eu plus de 25, vous l'avez dit, certaines plus marquantes que d'autres. Je vous fais un tout petit rappel historique et je vous redonne la parole. La première COP date de 95, elle se déroulait à Berlin. Elle était le résultat du sommet de la Terre à Rio 3 ans plus tôt. 97, la COP 3 au Japon avec le protocole de Kyoto, premier accord où des pays s'engageaient à réduire leurs émissions de CO2. Citons aussi la COP 15 en 2005 en Suède, marquée par de profonds désaccords entre les pays. Et bien sûr, la COP 21 en France, 2015, avec l'accord de Paris où 195 pays se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le bilan de tout cela est-il si mauvais? Que reste-t-il de l'accord de Paris? Certains se posent la question. On va rejoindre Fanny Conqui qui est en salle des conférences du Sénat. Elle est aux côtés de la sénatrice LR des Hauts-de-Seine, Christine Lavarde. Christine Lavarde, qu'attendez-vous concrètement de cette COP25 qui commence ? Alors déjà, c'est une COP quand même qui se réunit dans un contexte particulier puisqu'elle devait initialement se tenir au Chili. Bon, le président de la République chilien a décidé de ne pas réunir les chefs d'État dans le contexte particulier qu'on connaît pour ce pays. Donc finalement, c'est Séville, en Espagne, qui va accueillir cette conférence. Alors c'est un contexte particulier puisqu'il n'aura échappé à personne que les États-Unis se sont désengagés de l'accord de Paris. Alors même si leur retrait ne sera effectif que dans un an, on a tous pu constater que l'augmentation de leurs émissions se fait déjà jour. Alors justement, quelle efficacité de ces grandes réunions internationales ? Alors, est-ce qu'on peut en attendre quelque chose concrètement ? Est-ce que c'est utile ? Je ne sais pas si on peut vraiment juger d'une efficacité. En tout cas, ça oblige l'ensemble des parties prenantes à réfléchir aux véritables enjeux, à ce qui se passe demain, en prenant en compte aussi les événements climatiques récents. On a pu voir que la France a été particulièrement touchée par plusieurs événements qui malheureusement ont même été dramatiques puisqu'on doit déplorer des morts. Ensuite, moi je constate que l'Union européenne en fait, et les pays de l'Europe restent fermement engagés sur ces questions, mais ce sont un peu les seuls. Et il faudrait que les autres pays se mettent réellement autour de la table et ne viennent pas juste faire de la figuration et écouter ce qui se passe. Oui, justement. Alors, quel bilan, par exemple, vous tirez de l'accord de Paris ? Est-ce que ça a eu un impact concrètement ? Aujourd'hui, en tout cas, nous, en tant que Français, on s'impose de vouloir respecter les engagements que nous avons pris à Paris. D'autres pays de l'Union font pareil. Mais le problème, c'est qu'en matière d'émissions de gaz à effet de serre, les particules d'air, elles ne sont pas immobiles et chaque pays ne bénéficie pas. Enfin voilà, l'air circule. Donc si tous les pays ne font pas un effort ensemble, l'amélioration ne sera pas tangible. Alors après, j'entends que pour certains pays, la marche est peut-être plus difficile. Quand on est un pays en voie de développement, on aspire aussi à pouvoir s'industrialiser. Mais en tout cas, pour tous les pays qui ont déjà trouvé l'industrialisation depuis longtemps, et je pense à la Chine, à la Russie, à la Turquie, il faudrait aussi que ces grands pays qui émettent beaucoup se mettent à réduire leurs émissions. Merci Madame Lavarde d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Fanny, vous vouliez réagir Ronan Dantec. Plusieurs choses. D'abord, l'accord de Paris rentre en application l'année prochaine. Donc tirer un bilan d'un accord qui rentre en application l'année prochaine... Les États sont censés avancer étape par étape quand même jusque-là. Oui, mais les États... Où en sont-ils ? Non, les États ont du mal. Enfin, ce n'est pas seulement les États. C'est-à-dire, aujourd'hui, les populations ont du mal. C'est-à-dire, je viens de publier avec l'association Climate Change, que je préside, un rapport de 400 pages la semaine dernière sur l'état de l'action, donc sur ce qui est réellement fait. Et on voit bien que partout dans le monde, l'appétence des classes moyennes urbaines pour un certain mode de vie
une certaine mobilité entraîne une augmentation forte des émissions. Ça, c'est la réalité du monde. Et qu'effectivement, les États, aujourd'hui, n'ont pas, quoi qu'on en dise, des opinions publiques qui leur disent si clairement que ça. Ah bon agissez. Ben oui, parce que les mêmes opinions publiques achètent des SUV, ce qui est une absolue contradiction. Ces opinions publiques restent quand même extrêmement attachés à leur pouvoir de vie et à leur confort, et qu'on n'a pas trouvé le contrat social et écologique qui allait avec l'effort climatique. C'est ça qui est sur la table. Néanmoins, je pense qu'il faut rester à la fois lucide sur les émissions, y compris les émissions françaises, parce que pour fêter la COP21, les Français ont vu leurs émissions augmenter dans les 2 années qui ont suivi. Vu qu'on est le grand pays le plus bas du monde, je pense qu'on n'a pas de quoi se fouetter. Donc la France, au-delà de sa production électrique, a des résultats très mauvais sur le transport, a des résultats très mauvais sur ses objectifs de réhabilitation du logement, et n'a pas réussi à mettre sa propre société, sa propre économie en cohérence avec ses propres objectifs. Néanmoins, parce qu'on peut déprimer du matin au soir en regardant les émissions, y compris le 1,5 degré, on ne le tiendra pas. Moins 7 ou moins 8% d'émissions chaque année, ça n'est pas possible avec l'inertie de l'économie. Mais ce qui est sur la table ici, avec l'Union européenne. Et là, je pense qu'effectivement, la mobilisation de l'opinion publique européenne, les résultats des dernières élections européennes, et pas qu'en France, ont amené quand même une commission qui est obligée d'agir. Sur 2 points, j'en finis là. L'investissement lourd de la Banque européenne d'investissement, qui est quand même maintenant sur la table et qui devrait donner des résultats. Et puis cette question clé par rapport notamment aux Chinois et aux Américains, qui est de dire l'économie mondiale d'échange telle qu'elle est conçue depuis finalement 1945, ne peut pas survivre au dérèglement climatique. Donc soit vous faites des efforts, soit ce concept d'échange tel qu'il était conçu, on va devoir le remettre en cause, et notamment avec des taxes carbone aux frontières. Si c'est quand même ce qu'elle viendra dire à Madrid. On parlera de l'Europe dans un instant. Juste quelques chiffres quand même pour alimenter cette discussion, et je vous donne la parole, Mathieu Cuip. Aujourd'hui, 68 pays sont engagés à revoir à la hausse leurs engagements de réduction d'émissions de CO2 en 2020, mais selon des experts, ils ne représenteraient que 8% des émissions mondiales. Est-ce que ce sont les bons pays qui se mobilisent ? Mais Renaud Dantec a raison aussi, vous prenez la Chine, vous avez de très grosses disparités entre la Chine des côtes et la Chine intérieure, où en gros la classe moyenne chinoise va avoir des émissions de CO2 qui sont 2 fois plus importantes que les Français. Et la Chine pollue en produisant des produits qui sont pour nous absolument. C'est 10% de ces émissions. Il faut évidemment regarder très attentivement quels sont les pays qui s'engagent, mais il faut agir majoritairement sur la Chine, sur les États-Unis, sur la Russie, et au fond sur toutes ces économies émergentes ou quasiment émergées maintenant, qui ont pris le même biais de mode de vie que nos économies dans les années 80, 90 et ces travers-là. Et qui le revendiquent, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, on développe des technologies, notamment en matière de transport, d'énergie, qui pourraient, dans ces économies, vraiment s'implémenter plus rapidement que chez nous, puisqu'on est bien d'accord que notre modèle, pour le coup, lui, a du mal à faire sa transition, en particulier en France, même s'il y a des efforts qui sont faits. Et donc, c'est ces États qu'il faut accompagner, et je pense aussi que si on n'arrive pas à accompagner ces États et que si les États n'ont pas la volonté de le faire, oui, il faut penser, ce que proposera la Commission européenne, des taxes carbone aux frontières de l'Union européenne. Il faut être un peu coercitif, c'est-à-dire qu'il faut accélérer, et je pense que ce sont ce qu'attendent aujourd'hui les opinions publiques européennes et occidentale en réalité. Et la nouvelle génération en particulier. Et la nouvelle génération, Moi, je pense, vous parliez tout à l'heure de la colère des jeunes, qu'il y a un énorme travail à faire en matière de communication sur cette question du climat. Parce que quand on interroge en fait ces jeunes populations, on se rend bien compte que le 1,5 degré, ils ne comprennent pas ce que ça signifie. Et j'ai posé la question plus largement à des publics d'experts en faisant des conférences, et je me suis rendu compte que quasiment personne dans la salle n'était capable de me répondre sur ce que ça signifie concrètement un scénario d'1,5 degré en France demain. Donc, et puis, quand on parle du degré de 5 degrés, de 7 degrés. On voit très bien que d'ailleurs les scénarios sont toujours revus à la hausse, tout simplement parce qu'ils sous-estimaient les évaluations. Et donc on navigue un petit peu dans cet inconnu où on ne sait pas ce qui se passera demain, et personne ne sait aujourd'hui, aucun expert n'est capable de vous dire ce que ça signifiera 5 degrés, tout simplement parce que vous avez des territoires qui sont complexes, vous avez de nombreux paramètres et vous avez des effets dominos qui sont multiples. Et donc en fait, quand vous racontez à des
des jeunes ou d'ailleurs à une population dans son ensemble et que vous ne parlez qu'à travers un chiffre, finalement vous conditionnez les choses et comme il ne comprend pas, à la fois il voit des images à l'autre bout de la terre. Et il entend des discours alarmistes. C'est ça, c'est-à-dire très clairement, un jeune Français aujourd'hui voit quoi? Il voit effectivement des banquises qui s'effondrent, il voit des ours blancs qui sont là tout seuls et à un moment donné il a une empathie, dans sa chair aussi. Une empathie colossale, mais le sentiment de frustration de ne pas pouvoir agir, de ne pouvoir rien faire, de ne pas comprendre ce que ça va signifier à son échelle et ce qu'il va devoir vivre. Et de là à émettre une corrélation avec son mode de vie dans son quotidien, c'est quelque chose d'encore complexe aujourd'hui. Et donc je pense que cette frustration finit par générer une forme de colère. Et donc c'est ce que l'on ressent comme ça chez les jeunes. Et je pense qu'il faut accompagner les populations, accompagner les jeunes pour déjà leur montrer le chemin, leur expliquer ce qu'il faut faire. La plupart des gens aujourd'hui ne savent pas. Quand vous regardez beaucoup de personnes sur le plan écologique vous disent effectivement il faut manger comme ça, mangeons local, permettons-nous, etc. Mais mettons-nous à la place de l'individu lambda. Quand il va dans un supermarché tous les jours parce qu'il va faire ses courses, parce qu'il va... En fait, il a c'est presque culpabilisant des problématiques qui sont naturelles et qui sont normales pour un citoyen normal. Oui, il y a un petit souci, c'est que ce jeune-là ne va pas inventer la voiture à hydrogène qui va lui permettre à lui et ainsi qu'à tous les Français à ne plus consommer de CO2 et diviser par 2 nos émissions de CO2. Alors que ça, l'État peut le faire. C'est pas au niveau individuel que ça va se passer majoritairement. C'est 20%. Les études montrent que c'est 20%. Mais je pense que là, c'est un autre sujet. 80% sont au niveau national. Et donc, il ne faut pas culpabiliser. Il ne faut pas culpabiliser. C'était pas de ça Il ne faut pas culpabiliser les gens là-dessus. C'est pas tout seul individuellement que chacun va inventer sa voiture à hydrogène. C'est l'État qui doit le faire. Il peut le faire. Et d'ailleurs, la voiture à hydrogène, c'est très important. Parce que les énergies renouvelables, le nucléaire, il faut absolument le garder. Ça nous permet d'avoir une électricité sans CO2. Dominant voilà, bien sûr. Non, c'est que c'est important. Les énergies renouvelables, monsieur, il faut aussi les mettre. Mais pas comme vous le pensez pour le réseau électrique où elles ne servent à rien. Parce qu'à cet instant, il n'y a pas d'énergie renouvelable. Vous pourriez mettre une quantité gigantesque. Il fait nuit, il n'y a pas de vent sur toute la France. Vous n'en avez pas. Elles peuvent être utiles, par contre, et très utiles, si vous les faites passer par de l'eau, l'électricité, par de l'eau, vous faites de l'électrolyse de l'eau, vous créez de l'hydrogène, et là, vous alimentez vos voitures à hydrogène, vos trains à hydrogène, votre question, etc. C'est le climat ou de vendre le nucléaire? Non, je vous parlais, monsieur, des énergies renouvelables. C'est un débat sur le nucléaire. Vous n'avez vraiment pas compris. C'est les énergies renouvelables qui vont servir à faire du CO2. Donc, on va les installer en masse, et à partir de ce moment-là, vous avez quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est l'essence de demain qui est au même prix que l'essence d'aujourd'hui. Mais en tout cas, la place du citoyen et de l'État est Je pense que c'est justement ce type de communication qui ne passe plus et qui ne passe pas parce qu'on ne la comprend pas. Et donc moi, j'étais juste simplement en train de vous parler du citoyen lambda qui a besoin d'une communication très claire et qui a besoin d'un cahier des charges pour savoir comment se conduire parce qu'on travaille trop justement sur cette question de la culpabilité. On nous culpabilise à tout bout de champ. On ne sait plus comment il faudrait faire. Et si vous voulez, il faut presque avoir passé un doctorat sur le sujet pour être capable à un moment donné d'avoir une vie virtueuse et justement être un bon élève. Il faut à la fois pas utiliser de plastique, mais il y en a partout. Il faut à la fois pas consommer de CO2. Mais le problème, c'est que ce CO2, il est déjà émis. Et puis, il y a des canicules. Donc, effectivement, on est quand même obligé. On déculpabilise en se disant que le voisin d'utiliser des solutions ou à l'autre bout de la planète est pire que nous. Et donc, si vous voulez, tout ça, ce sont des réactions en chaîne. Je pense qu'il faut retrouver de la cohérence. Et si vous voulez que cette colère s'arrête, il faut absolument que cette cohérence revienne et qu'on ait un discours qui soit simple, sain et qui accompagne les gens. Ronan Dantec. Oui, quand on tire le fil du climat, il y a autant de questions. On peut y passer la nuit. Moi, il me semble quand même que sur cette question des comportements individuels et sur la colère des jeunes. D'abord, ça n'est quand même pas la colère de tous les jeunes. Il faut faire attention à ça. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont dans un modèle de consommation et qui sont surtout royalement, quoi. Qui sont surtout dans l'idée qu'ils ont une vie pas si facile et que donc une partie de leur reconnaissance passe toujours par la consommation. Ça existe quand même toujours beaucoup. Mais il ne faut pas à la fois dédouaner l'individu qui peut aller en train à Lyon et qui préfère aller en avion pour gratter une demi-heure. Lui, il est totalement incompatible avec les enjeux climatiques, il faut quand même le dire. Donc il y a quand même ou acheter un SUV parce que ça permet de se garer sur les trottoirs plus facilement avec un 4x4, c'est totalement contradictoire avec les enjeux climatiques. Donc il y a des enjeux individuels. Manger moins de viande, ça a un impact évident. Donc, mais effectivement, là c'est notre point d'accord, il n'y en a pas énormément, mais il y a celui-là. Il y a aussi beaucoup de décisions au niveau de la loi. Donc là les uns n'iront pas sans les autres. Il y a encore des marges de progrès énormes en France. Et simplement ce que dit Madame, il me semble important, c'est qu'aujourd'hui, avec ces résultats dramatiques, avec l'idée que les COP servent à rien, cette musique,
on a aussi à avoir un narratif qui change sur le fait que ces jeunes vont vivre de toute manière dans un monde en évolution. Ils ne vont pas vivre dans un monde stabilisé. Et est-ce que ce monde est aussi des opportunités d'une vie différente? C'est là-dessus qu'il va falloir de plus en plus investir, parce que sinon on les désespère du matin au soir. Et l'Europe dans tout cela est-elle dans les clous? Montre-t-elle l'exemple? Vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure au nom d'Antec. Voici les objectifs clés adoptés par le Conseil européen pour 2030. Réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% par rapport au niveau de 90%, porter la part des énergies renouvelables à au moins 32%, améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 32,5%. Vous le savez, une nouvelle équipe vient de prendre les commandes à la tête de l'Union européenne. À sa tête, Ursula von der Leyen, qui confirme ses ambitions. Écoutez. S'il y a un domaine où le monde a besoin de notre leadership, c'est bien celui de la protection de notre climat. C'est une question existentielle pour l'Europe et pour le monde. Comment pourrait-il en être autrement ? Alors que 85% des personnes en situation d'extrême pauvreté vivent dans les 20 pays les plus vulnérables au changement climatique. Une réaction, Mathieu Cuyp, l'Europe peut faire quelque chose? L'Europe peut faire quelque chose. Cela dit, c'est quand même assez corrélé avec le fonctionnement démocratique de l'Union. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, au printemps, on s'est retrouvé avec un accord sur la neutralité carbone à horizon 2050. Et on s'est retrouvé avec la Pologne, qui est quand même un État majeur de l'Union européenne, qui a utilisé son veto. Donc ça remet quand même en question, évidemment, les process de décision au sein de l'Union. Je suis absolument convaincu que la nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, appuyée par la Banque Centrale Européenne... Mais justement, la Banque Centrale Européenne, on vient d'avoir une déclaration de Christine Lagarde qui nous confirme l'ambition d'inclure les enjeux climatiques dans la mission qu'elle a à la tête de la BCE, mais que ce n'est pas la priorité de ce mandat. C'est une mauvaise. C'est pas mal de déclarer ça aujourd'hui. C'est quand même, ça va d'abord dans le mauvais sens. C'est pas le mandat principal de l'institution, nous dit. De la Banque Centrale Européenne, qui est un organisme indépendant, qui n'est pas la Commission européenne. La Commission européenne a une vocation politique, comme le Parlement européen, qui la semaine dernière a déclaré à Strasbourg. C'est déjà un bémol de trop. Il y a la BEI, c'est un bémol de trop. Puis il y a la BEI derrière, il y a la question donc de la Banque du climat, les investissements. Donc au fond, oui, il y a une volonté de l'instance politique européenne, de la Commission, j'en suis convaincu, du Parlement européen. On l'a vu la semaine dernière à Strasbourg, qui a voté. C'est une déclaration du Parlement, donc ça n'est pas très engageant. Mais voilà, on vote l'urgence climatique, on sonne le tocsin. Cela dit, sur la question donc, du fonctionnement de l'Union européenne, si on a des États membres qui continuent de bloquer en permanence des accords justement sur la question environnementale, ça pose un sacré problème à la fois démocratique et de gouvernance de l'Union. Et puis ça oblige à réfléchir au fond à comment être une fois encore coercitif sur ces États. Ce sont des États qui bénéficient très largement des fonds d'équilibre, des fonds structurels européens, qui ne veulent pas prendre leur part, notamment donc de responsabilité sur le climat, qui ne prennent pas non plus leur part de responsabilité sur les questions migratoires. On l'a vu très récemment encore au mois de septembre. Donc au fond, là-dessus, ça pose un sérieux problème. En revanche, sur les engagements de von der Leyen, je pense que ça va dans le bon sens. La proposition de sortir notamment des 3%, de la fameuse règle des 3%, les investissements liés, qui était quelque chose d'assez attendu, je pense que c'est une bonne chose et il faut absolument pousser de toutes nos forces d'écologistes et d'Européens convaincus en la matière. Assurer évidemment que la Banque du climat trouvera une place prépondérante dans le fonctionnement et sera dotée d'un budget conséquent en réalité. Écoutez, moi j'écoute un petit peu tout ça et quand je regarde les conclusions que vous tirez, il n'y en a pas une seule effectivement qui est encore sur l'adaptation. On est sur l'atténuation et je le répète, mais c'est très important de le comprendre. Ces atténuations de gaz à effet de serre, elles auront un effet, mais cet effet on le ressentira d'ici 30 ans. C'est-à-dire que ce qu'on a déjà émis aujourd'hui est déjà dans l'atmosphère. Et donc il faut effectivement bien entendu réduire ce qui arrivera d'ici 20 à 30 ans, mais il faut déjà agir et là on ne le voit pas. Et tout à l'heure vous donniez des exemples quand on parle de cette colère des jeunes. Pour rebondir là-dessus, moi je fais régulièrement des conférences et j'ai des gens qui viennent assister à ces conférences, qui viennent me voir, qui me disent écoutez, ma fille a 17 ans, elle me dit qu'on est foutu, que le monde c'est fini et qu'elle ne peut plus rien faire. Et moi ça me désespère, moi-même je suis maman, d'imaginer un jeune de 15 ou de 17 ans venir me dire que le monde est fini. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas commencer sa vie de pré-adulte dans ces conditions-là. Et donc
donc, c'est là où je vous disais, il faut remettre de la cohérence. Pourquoi? Parce que les jeunes ne veulent absolument plus prendre l'avion, ils veulent prendre derrière le train. Mais par contre, ils vont mettre un jean qui va parcourir 70 000 km pour arriver jusque-là. Ouais. Et en plus, ils vont croiser 10 magasins avec des effets marketing colossaux qui vont agir sur leur cerveau et qui vont les forcer à consommer. Mais en parallèle, on va leur dire qu'on met en place une politique et qu'il faut absolument acheter de la seconde main. Et c'est ça qu'on ne comprend plus. On fait un dernier tour de table, Philippe Murer, avant. Oui, bien sûr, et on ne le comprend plus. Et il faut mettre du collectif, et le collectif, c'est l'État qui peut le faire. Comme vous avez dit, Mathieu Kulp, effectivement, le problème de l'Union européenne, c'est qu'on est à 27 et que les 27 pays ne sont pas d'accord et qu'en fait, on ne fait jamais rien. Une équipe désunie avance moins vite que des pays unis derrière leurs citoyens qui ont tout à fait envie. Et la France l'a montré souvent. Donc, le problème de la transition énergétique, il est très simple. Je vais le dire en un chiffre. 1500 milliards d'euros au niveau de la France, 75 milliards par an. En fait, c'est pas avec des demi-mesurettes, des petits milliards par-ci, des petites choses comme ça. Ça veut dire qu'il faut avoir l'argent de la Banque centrale pour pouvoir effectivement l'amener là. Et comme les Allemands diront toujours Nein, parce qu'ils ont toujours dit Nein à ça, il faut sortir de l'euro. Si on reste dans l'euro, on ne peut pas s'occuper de la transition énergétique. C'est ce que j'explique dans mon bouquin. Il nous reste 40 secondes. Évidemment, je suis en désaccord complet avec ce que je viens d'entendre, mais je ne pensais pas que seule une Europe forte, donc avec une monnaie unique, est capable de stabiliser le monde. Ça, c'est une évidence. C'est pas la France toute seule repliée sur son nucléaire, 4 fois plus cher que les énergies renouvelables, qui sauvera la planète. Ça, c'est une évidence. Mais moi, je crois qu'effectivement, on est dans un moment très important et il faudra d'autres débats. Et je pense qu'on a vraiment des débats très riches à mener sur le fait de dire qu'il faut changer le narratif par rapport à ces jeunes. Il faut leur dire, ça va encore évoluer, se réchauffer, se dérégler pendant un certain nombre d'années, mais il y a la place pour toute l'énergie des jeunes dans un monde en mouvement, y compris avec un effort d'adaptation. Et là, je crois qu'il faut qu'on change un discours par rapport au discours un peu fataliste sur les COP qui ne servent à rien, et c'est ça l'enjeu maintenant. Et qu'on entend beaucoup. En tout cas, on va s'arrêter sur ce discours un peu plus positif que des jeunes auront peut-être écouté ce soir. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. La suite de LPL, c'est l'entretien, c'est le retour de l'entretien. Nous recevons ce soir Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste. Avant cela, petit détour par l'hémicycle du Sénat où l'on va rejoindre Alice Bardot. Alice, c'est le budget de l'État en matière de politique industrielle qui a été examiné. Et oui, Rebecca, vous l'avez dit, aujourd'hui, on a parlé politique industrielle au Sénat lors de l'examen du budget 2020. Alors, on a tous en tête, par exemple, la fermeture de l'usine Whirlpool d'Amiens en 2017. Emmanuel Macron est d'ailleurs retourné sur le site il y a quelques jours pour assurer les ex-salariés qu'il avait fait tout son possible pour éviter la fermeture de l'usine. Mais voilà, c'est bien ce que reprochent les sénateurs au gouvernement, de tenter de sauver les entreprises plutôt que d'agir avant qu'elles ne soient en difficulté, en les aidant à se développer, en les accompagnant. Écoutez le sénateur centriste Jean-Pierre Moga. Malheureusement, nous observons aujourd'hui un comportement qui relève plus de l'État pompier que de l'État stratège. Qui pilote la stratégie au niveau du gouvernement? Y a-t-il un ministre qui ne soit pas juste le sauveteur des plans de licenciement? Il y a nécessité et urgence de tracer un plan stratégique pour créer de l'emploi. Alors de plan de licenciement, il en a été question dans le cadre de la vente d'Alstom à General Electric lorsqu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Le socialiste Martial Bourquin a tout à l'heure présenté cet exemple comme étant, je cite, symptomatique de l'absence d'une véritable politique industrielle de l'État. Pour les sénateurs, rien n'a changé depuis et même pire, l'État se désengage de plus en plus de sa politique industrielle. Alors la dernière victime de ce désengagement, pour reprendre les mots de la rapporteure LR du budget pour l'économie, c'est le fonds d'intervention pour les services de l'artisanat et le commerce, dit FISAC, un fonds destiné à aider les très petites entreprises, mais aussi les artisans et commerces de proximité dans les territoires ruraux. Sa future suppression scandalise à droite comme à gauche de l'hémicycle, mais tout à l'heure, la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher a dit assumer sa suppression au profit d'une toute nouvelle stratégie menée par l'Agence nationale de cohésion des territoires, mais aussi grâce à un dispositif appelé Action Cœur de Ville. Alors un argument balayé d'un revers de main par le sénateur rattaché au groupe RDSE, Joël Labbé. Le gouvernement justifie cette disparition en mettant en avant le programme Action Cœur de Ville, mais celui-ci, s'il est intéressant, ne concerne que 222 villes et n'a donc pas la même cible que le FISAC qui s'adresse avant tout aux petites communes.
Alors les sénateurs ont finalement voté le budget destiné à l'économie, mais en sanctuarisant 30 millions d'euros pour le fonds d'intervention pour les services de l'artisanat et le commerce. Vous le voyez donc, une fois encore, les sénateurs se sont érigés en grands défenseurs des territoires ruraux. Merci beaucoup Alice Bardot dans l'hémicycle du Sénat pour Public Sénat. Place à l'entretien. On va recevoir dans un instant Marc Trévidic. On va prendre le temps de l'analyse sur les sujets qui touchent à la radicalisation et au terrorisme. Aujourd'hui, la France a rendu hommage à 13 militaires qui opéraient au Sahel contre les djihadistes. On va en parler dans un instant. D'abord, retour sur la cérémonie aux Invalides avec Cécile Sixou. Au son des tambours, les soldats défunts sont entrés un par un dans la cour des Invalides, portés par leurs frères d'armes. 13 cercueils drapés de bleu, blanc, rouge, déposés en éventail, sous les yeux des 2500 personnes présentes dans la cour des Invalides. Familles, militaires, gouvernements, hommes politiques, mais aussi des milliers d'anonymes à qui l'hôtel des Invalides a été ouvert. Une cérémonie présidée par Emmanuel Macron qui a dressé le portrait de chacun des 13 soldats morts au Mali. Leurs noms seront inscrits sur le monument aux morts en opération extérieure. 13 noms qui seront inscrits dès demain à l'encre de pierre sur le monument aux morts pour la France en opérations extérieures. Comme les noms de l'engagement de nos armées pour notre défense, comme les noms de la lutte de tout un pays contre ses ennemis. Le président de la République s'est aussi incliné devant le sacrifice des 13 soldats. Je m'incline devant la douleur des familles, devant les parents qui pleurent un fils, les épouses, les compagnes qui perdent l'être aimé, devant les enfants que ce drame laisse orphelins, devant les enfants à naître, dont cette guerre aura volé le père. Emmanuel Macron a ensuite remis à chacun des 13 hommes la Légion d'honneur à titre posthume. Ce matin, avant la cérémonie, les Parisiens ont pu se recueillir au passage des cercueils sur le pont Alexandre III. Et on ressent beaucoup d'émotions, c'est comme si un peu de nous-mêmes était parti. Ce sont des frères, des fils, des enfants qui sont partis. Et ils sont partis au départ, ils sont partis en mission pour nous. Après la cérémonie, Emmanuel Macron a rencontré en privé les familles des victimes. Et allons plus loin dans l'entretien. Bonsoir Marc Trévidic, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien juge antiterroriste, vous êtes actuellement président de la Chambre à la Cour d'appel de Versailles. Vous avez décidé de lancer votre chaîne sur YouTube. Vous l'avez appelée Justice, Terrorisme, Actualité. Vous y faites part de vos analyses sur tous ces sujets. On va y revenir évidemment. Avant de commencer l'interview, je voudrais qu'on aille tout de suite en salle des conférences pour entendre la réaction d'un sénateur. Fanny Conqui, vous êtes avec Michel Boutant, sénateur socialiste de la Charente, membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Il va nous livrer son analyse et je crois qu'il a une question pour notre invité ce soir. Oui, Rebecca, tout d'abord, Michel Boutant, vous avez assisté à cette cérémonie aux Invalides. Ce lundi, c'était une journée d'unité nationale. Je crois qu'on peut le dire comme tel parce que toutes les tendances politiques étaient présentes, celles du Sénat comme celles de l'Assemblée nationale. Et de plus, régnait un silence particulièrement expressif qui en disait bien plus long que certains discours. Alors on va parler de l'engagement militaire français au Sahel. On l'a vu, certaines voix commencent à évoquer le fait que les troupes françaises devraient peut-être se retirer. Qu'en pensez-vous ? Je crois qu'il y a un temps pour le deuil qui va s'achever et puis il y a un temps pour la discussion. Mais je reviens quelques années en arrière, au moment où le président François Hollande a lancé l'opération Serval à l'appel du Mali. Je tiens à le rappeler ici. Sinon, le Mali aurait connu vraisemblablement le même sort que ces territoires appartenant à l'Irak et à la Syrie qui ont formé l'État islamique. Et sans doute que le mal aurait été contagieux et se serait propagé à d'autres États dans cette partie à la fois du Sahel et du Sahara. C'est une manière de lutter contre le terrorisme à distance, en tous les cas, contre ces foyers initiaux. Mais est-ce qu'il faut revoir éventuellement les modalités de l'opération Barkhane, comme l'a laissé entendre Emmanuel Macron ? Alors, vraisemblablement. Parce que si les Français, l'armée française a été accueillie comme un libérateur
en 2013. On a encore en mémoire les scènes de liesse, de joie de la population malienne lorsque le président de la République de l'époque est allé rendre visite à nos troupes. Aujourd'hui, et j'étais il y a un petit peu plus d'un mois dans cette zone, Niger, Tchad, Burkina Faso, et on commence à voir des inscriptions ici et là sur les murs, les Français dehors. Donc ça veut dire que le statut de notre armée a changé. Elle est passée d'un statut de libérateur à celui pratiquement ressenti en tous les cas d'armée d'occupation. Et peut-être faut-il revoir effectivement notre stratégie là-bas et ne pas la limiter. D'ailleurs, ce qui est le cas déjà, elle n'est pas simplement limitée à l'action militaire. Il y a aussi une action de coopération sur laquelle il faut peut-être donner un coup d'accélérateur. Alors, dernière question, vous le savez, Marc Trévidic est en plateau avec Rebecca Fitoussi. Avez-vous une question peut-être à lui poser? Alors, tout d'abord, je le salue et c'est l'actualité qui m'inspire cette question et entre autres ce qui vient de se passer à Londres. Où un islamiste récemment relâché de prison après ne pas avoir complètement accompli sa peine, a attaqué au couteau des passants et en a tué 2 d'entre eux. Je voudrais savoir quel est le point de vue du juge Trévidic dans le domaine de l'accomplissement des peines et du suivi ensuite de ces radicalisés qui sont libérés. Merci Michel Boutant d'avoir répondu à nos questions. Et voilà donc Rebecca, cette question pour Marc Trévidic. Merci Fanny, évidemment on va laisser répondre le spécialiste Marc Trévidic, je vous en prie. Je remercie déjà le sénateur de cette question parce qu'en fait on est dans un domaine où le risque de récidive est très élevé. Il ne faut pas se leurrer. Je comparerais ça, je dirais, à des criminels en série ou des violeurs en série qui on ne maîtrise pas non plus le risque de récidive. Donc on a à peu près la même problématique. C'est encore plus vrai quand il y a une idéologie qui existe toujours. On a vu dans le passé que des gens très très convaincus, je pense à Action Directe, je pense à des groupes palestiniens, avaient pu tout de même modifier un tout petit peu leur analyse au fil du temps, parce que leur idéologie derrière avait disparu elle-même. Tout ce qui est terrorisme d'extrême gauche. Et pas mal de gens d'Action Directe ont fini par être mis en semi-liberté, etc., au fil de pas mal d'années. Mais là, l'idéologie, elle est encore très forte. Ça veut dire que comment on déradicalise une personne alors que l'ambiance est toujours radicale autour de lui. Que ça soit en maison d'arrêt, que ça soit dehors quand il sort par rapport à ses proches, quand il allume la télé, quand il va sur les réseaux sociaux. Et on n'arrive pas à les désendoctriner, on n'arrive pas à les déradicaliser. D'autant qu'il est toujours dans le milieu. Comment vous déradicalisez quelqu'un si quand il sort de prison, il se retrouve dans sa cité entouré de salafistes, par exemple? Bonne question. C'est un peu le trafiquant de drogue que vous essayez de désintoxiquer, puis en bas de l'immeuble, il y a des gens qui lui vendent de l'héroïne. Donc on est malheureusement encore à une époque où l'idéologie est très très prégnante, et donc pour basculer de nouveau, même si on a bénéficié d'une déradicalisation, enfin d'un essai de déradicalisation, ça va très vite. C'est ça qui est très 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 délicat. Donc il est clair, il faut être très prudent et que maintenant on ne peut plus se permettre. Mais ça veut dire que ce qui s'est passé à Londres, c'est-à-dire cet homme qui sortait de prison après avoir été condamné pour terrorisme, risque de se produire en France avec des Français déjà condamnés pour terrorisme, qui vont être évidemment relâchés à un moment ou à un autre, et que potentiellement ils repasseront à l'acte. Il y en a qui n'ont jamais passé à l'acte d'abord. Là, on a affaire à quelqu'un qui avait quand même été condamné à 16 ans de prison pour terrorisme, pour un projet d'attentat. Donc il était à un degré de radicalisation très élevé. Pourtant, il est sorti. Oui. Et Boris Johnson nous dit qu'il n'aurait pas dû être libéré. Ah non, mais il y a eu un changement dans la loi anglaise, finalement, où il est prévu que pour les longues peines, on sort à mi-peine en libération conditionnelle ou en aménagement. La loi a été changée, maintenant c'est aux 2/3 de la peine, mais elle n'était pas applicable à ce cas-là, parce que ce n'était pas rétroactif. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques. Ils avaient déjà changé leur loi. Malheureusement, c'est un peu tard pour ce cas de figure. Mais nous, on peut avoir exactement la même chose. Et on sait quand sortiront les premiers djihadistes au profil extrêmement dangereux. Quand sortiront-ils de prison? Pour ce qui est de la masse qui avait rejoint l'État islamique ou qui a tenté de rejoindre l'État islamique, certains ayant réussi, ayant été en Syrie, à partir de 2020-2021, on va avoir une première sortie assez massive. Puisque ces gens-là ont été condamnés généralement à 6-7 ans. 5, 6, 7 ans, et donc on va avoir les premières sorties très très rapidement. Sans aucune préparation de leur suivi, on sait, est-ce qu'ils seront tracés, est-ce qu'ils seront... En maison d'arrêt, maintenant, le renseignement pénitentiaire essaye d'évaluer la dangerosité potentielle des gens qu'ils observent en maison d'arrêt, ce qu'on ne faisait pas avant, pour pouvoir signaler à leur sortie d'abord qu'ils sortent, il faut que la DGSI soit au courant, et puis leur degré potentiel, c'est-à-dire la radicalisation dont ils ont fait preuve en maison d'arrêt, pour que
prioritairement ceux qui semblent les plus dangereux mais dont l'arrêt soit suivi à la sortie en renseignement, simplement. Hein. Alors, il y a ce sujet-là, puis il y a aussi la question des retours. Ankara vient encore d'annoncer l'expulsion de 11 personnes dans les jours qui viennent. Alors, on ne sait jamais trop quand ils arrivent. Comment vous voyez ce retour? Parce que ça pose un certain nombre de questions juridiques, là aussi. Les retours, ces gens-là vont revenir. Après, au cas par cas, est-ce que ce sont des gens pour lesquels on a un dossier constitué, suffisamment d'éléments? Est-ce qu'on a pu travailler en amont suffisamment? Est-ce qu'on a un dossier très solide pour les faire passer en cour d'assises, pour avoir des peines élevées? Ou est-ce qu'on va avoir des dossiers creux où on va être très embêté, on va travailler à minima, quoi. Donc c'est du cas par cas. C'est pas évident. Et la justice française est assez armée, équipée, évidemment, entre guillemets, tout ça, pour accueillir ces cas-là, pour les juger au cas par cas, comme vous dites? 11 personnes, on peut faire quand même. Oui, mais ça ne va pas s'arrêter là. Voilà, c'est vrai, mais on en a quand même 400 en prison déjà. Donc il y a eu une capacité augmentée de traitement de ces cas-là. Mais ça vient se rajouter. Hein. Pour l'administration pénitentiaire, c'est la même chose, ça vient en plus. Mais c'est quand même, ça reste une goutte d'eau par rapport au gros problème des 400 qu'on a en détention et qui vont sortir dans les 2-3 ans. Donc, si vous voulez, on ne peut pas non plus dire que la menace principale, c'est ceux qui vont arriver maintenant. Ça dépend aussi, encore une fois, des dossiers qu'ils ont et savoir si ce sont des sociétés assez solides pour les mettre en cour d'assises, puisque là, les peines peuvent être conséquentes. Et puis, il y a les hommes, mais il y a aussi les femmes et les enfants. Et là, comment vous voyez cela? Les enfants sont les enfants. Hein. Donc voilà, alors, je veux dire, ce n'est pas une menace en soi. Un enfant, il faut le sortir de son milieu radicalisé complètement. Mais c'est beaucoup plus rassurant de l'avoir en France et de faire cet effort-là que de le laisser sur une zone grandir, devenir adolescent, devenir un adulte et au contact de la radicalisation. Donc c'est une question de quel est le danger le plus grand. Hein. Moi, le danger le plus grand, c'est sur zone, très clairement. Ce sont des bombes à retardement, ils vont grandir au milieu dans des camps avec des gens radicalisés autour qui vont finir le boulot. Donc il vaut mieux les récupérer et faire des efforts massifs pour les sortir complètement de leur milieu radicalisé en France. Il se trouve que le Sénat a créé une commission d'enquête sur les réponses apportées par les autorités au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre. C'est la sénatrice Nathalie Delattre qui préside cette commission d'enquête. Les auditions vont commencer justement demain. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous attendez d'une telle commission? Des réponses sur peut-être ce que fait ou ne font pas les autorités françaises, ou pas suffisamment pour lutter contre la radicalisation? Alors, c'est une bonne question justement, parce que la lutte contre la radicalisation est un point essentiel, plus important pour moi que lutter, que déradicaliser même. Je veux dire, c'est éviter la radicalisation, parce que ça, on peut le faire. Et on sait que si on a des efforts conjoints, éducatifs, j'allais dire globaux de la société, pour éviter que des jeunes tombent dans le panneau de la radicalisation, on travaille sur des gens qui ne sont pas encore radicalisés. Donc théoriquement, c'est beaucoup plus facile. Lutter, déradicaliser des gens qui sont fortement radicalisés, c'est, à mon avis, encore plus dur que lutter contre le réchauffement climatique, pour prendre une comparaison, si vous voulez. Parce que, encore réchauffement climatique, vous avez des solutions techniques. Là, vous ne savez pas quelles sont les bonnes solutions pour déradicaliser quelqu'un. Personne ne sait comment on fait, comment on peut être sûr qu'on a réussi. Donc, il faut mettre le paquet sur la radicalisation. Voilà. De la même façon qu'il faut éviter quelqu'un commence à prendre de la drogue, si vous voulez. C'est beaucoup plus efficace que désintoxiquer après. Donc là, on a heureusement, depuis des années, fait des choses. Informer simplement les jeunes qui ne tombent pas dans le panneau de l'endoctrinement et après casser toutes les sources d'endoctrinement, c'est-à-dire effectivement les moins de personnes qui peuvent porter un message violent d'endoctrinement, que ce soit dans les mosquées, ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur Internet, on a vu les efforts sur les sites islamistes et de propagande officielle de l'État islamique, avec essayer de casser leurs sites de façon systématique pour que le produit soit plus... Donc vous, il y a un début de travail qui a été fait. Et qui est plutôt bon. Mais très concrètement, est-ce que ces jeunes ne cherchent pas un message que la société actuelle ne leur offre plus? Est-ce qu'il ne faut pas aller beaucoup plus en profondeur? Ça, effectivement, si on arrive à faire une société où les jeunes, ils ont envie de vivre ensemble, ils ont envie de créer une société plus juste, parce qu'il y a une aspiration à la justice, c'est évident chez les jeunes, une certaine pureté. Une quête de sens, dit-on. Une quête de sens. Si on arrive à créer cette société et arrêter de leur proposer qu'une société de consommation, on aura certainement gagné quelque chose. Mais le problème, c'est qu'est-ce que vous voulez leur proposer? Est-ce qu'il y a une idéologie à leur proposer? C'est toujours dangereux de proposer une idéologie à la place d'une autre. On sait que les Américains avaient tablé sur l'islamisme pour lutter contre les Soviétiques, donc contre l'idéologie marxiste-léniniste, et on a vu ce que ça a pu donner. C'est très dangereux, il ne faut pas proposer n'importe quoi. Donc en fait, les projets, ça peut être effectivement l'écologie, ça peut être d'essayer simplement de vivre ensemble et se respecter, des choses basiques, mais
mais il n'y a pas de recette miracle. On n'a pas. L'Europe aurait pu l'être, il faut être clair. Il y avait quelque chose d'exaltant. Moi, quand j'étais jeune, je me souviens que c'était exaltant, l'Europe. Franchement, en plus, j'ai vu le mur qui a chuté il y a 30 ans aussi. Bon, il y avait des choses exaltantes. Même moi, je ne vois rien qui m'exalte actuellement. Donc, j'imagine un jeune ce que ça peut donner. Et puis, j'ai des enfants, donc je vois bien qu'ils ne savent pas où il y a un vide. Il y a un vide, oui. En ce moment, le djihadisme est aussi en procès en France. Ça ne vous a évidemment pas échappé. La sœur des frères Klein, qui avait revendiqué dans un message audio les attentats du 13 novembre 2015. Elle est accusée d'avoir tenté de les rejoindre en Syrie. Il y a un homme de 27 ans qui a tenté de tuer deux surveillants de prison, il y a 3 ans. Il y a un mois, 2 femmes djihadistes ont été condamnées à 25 et 30 ans de prison pour avoir tenté de faire exploser une voiture remplie de bonbonnes de gaz. C'était près de Notre-Dame de Paris. Et en 2021, peut-être évidemment le procès le plus attendu, c'est celui des attentats du 13 novembre. Le parquet requiert un procès aux assises contre 20 personnes. Comment l'ancien juge antiterroriste que vous êtes appréhende tous ces procès? D'abord, ça va être un procès assez monstrueux, le prochain. Les autres, on savait encore faire. Il va être assez monstrueux, d'une lourdeur très importante. On a la chance en France d'avoir une cour d'assises spéciale sans juré, donc je suis pour les jurés en droit commun, si vous voulez. Oui. Mais pas sur ce genre de cas. Non, parce que vous allez poser à des jurés 1500 questions à la fin en délibéré. On va les laisser une semaine en délibéré dans un hôtel enfermé. Enfin, ça ne se prête pas. Les Belges, je connais mes collègues belges, j'ai discuté avec une collègue belge il n'y a pas longtemps, ont des jurés même en matière terroriste. Et ils sont très très inquiets de leur voler à eux des attentats. Parce qu'ils ne voient pas concrètement comment ils vont faire. Donc ils ont beaucoup plus peur, ils ont encore cette législation pareille qu'en droit commun, des jurés, etc. Ils ne voient même pas concrètement combien de mois il va leur falloir. C'est beaucoup plus long, ce système. Donc, ça va être un procès très important, mais on a une procédure qui est plus adaptée, heureusement, que d'autres pays européens, dont la Belgique, pour ce qui est de ce procès d'envergure. Et cette condamnation de cet homme de 27 ans qui a tenté de tuer 2 surveillants de prison, est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe en prison, du risque qu'il y a avec ces détenus radicalisés? Vous savez que c'est aussi tout l'enjeu. On parle beaucoup aussi de perpétuité perpétuelle, j'allais dire, pour ceux qui seraient condamnés, pour ceux qui seraient condamnés à la perpétuité, et en tout cas des peines lourdes. Ce qui veut dire que ces gens-là qui prennent des peines lourdes, qui sont en plus une idéologie très marquée, une violence aussi importante, il faut des mesures de sécurité qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, puisque on va mettre des gens en leur disant vous n'avez plus sortir, grosso modo. C'est ça la réalité qui va se passer de plus en plus. Quelqu'un qui a commis des attentats terroristes graves, il va rester jusqu'à la fin de sa vie la plupart du temps, même si on ne change pas la loi. Des gens comme à une autre époque, Georges Ibrahim Abdallah qui a été en prison en 84, il est toujours en prison aujourd'hui. Donc il ne faut pas croire qu'on sort facilement quand on est condamné à perpétuité pour terrorisme. Mais du coup, on ne peut pas mettre les gardiens de prison en contact direct avec des gens qui n'auront rien à perdre, qui peuvent tuer un gardien de prison, parce que de toute façon, on ne peut pas leur donner pire que la perpétuité réelle. Donc ça demande des mesures à l'américaine quasiment, et je les connais. C'est-à-dire j'ai été par exemple en tant que juge d'instruction plusieurs fois à Supermax, Colorado Springs, c'est la prison de haute sécurité où on met les terroristes aux États-Unis. Alors je ne demande pas un système aussi dur, parce que là, c'est pas le fait d'être habillé en orange, c'est le fait qu'ils n'ont jamais de contact physique avec personne, même pas avec leur avocat. Quand on va les voir, ils sont derrière une vitre avec le petit hygiaphone, comme on imagine, mais même pour voir leur avocat. Donc ils n'ont contact avec personne, ils sont tout seuls tout le temps. Voilà. C'est très inhumain, mais ça évite tout incident de sécurité. Ce que vous dites, c'est que potentiellement, il faudrait tendre vers cela. Il faudrait aller... Pour éviter les agressions et les tueries de surveillants. Pas aussi dur que ce que font les Américains, ça me paraît relativement inhumain. L'isolement, comme ça. Mais arriver quand même à avoir un certain isolement par rapport aux gardiens de prison, pas forcément par rapport à des proches, parce qu'on peut très bien admettre qu'il ne va rien se passer là, d'un point de vue de sécurité, mais du point de vue de sécurité, il faut penser à ces gens qui n'ont rien à perdre. Et quand on n'a rien à perdre, on est très dangereux, surtout quand on est déjà violent et radicalisé. Marc Trévidic, vous avez donc créé votre chaîne YouTube, c'est ce que je disais en début d'interview, un peu contre toute attente, on peut le dire, effectivement. Une démarche pour le moins surprenante. Pourquoi? Comment en êtes-vous arrivé à cette idée de créer cette chaîne YouTube? Bon, c'est pas moi, c'est mon fils et un copain à lui. Ils m'ont dit que c'est pas mal, ça me permettrait
prendre un sujet, celui qui me plaît, de le traiter en profondeur, la durée que je veux, et puis de temps en temps, poster une vidéo pour traiter de cette façon-là, qui est plus accessible peut-être qu'écrire un article long dans un journal, ou voilà. Donc pour s'adresser à un certain public, alors sans doute oui, plus jeune. Alors, malgré tout, il semble que je ne remplisse pas tous les critères, parce que la dernière vidéo sur les Kurdes est fait 21 minutes. C'est beaucoup trop long pour YouTube. C'est pas un site internet qui plaît beaucoup. Mais bon, voilà, mais il faut un peu de courage aussi pour s'informer, même si... Donc je les encourage quand même à regarder, parce que j'ai pas mal de messages qui me demandent des vidéos sur tel ou tel sujet. Et je crois que c'est pas mal. Voilà, mais c'est pas l'actualité du moment. C'est un peu... Public Sénat, je trouve, fait ça. C'est-à-dire, là, vous ne m'invitez pas parce qu'il y a eu un attentat, un truc, voilà. De temps en temps, on a besoin de prendre du recul et de traiter en profondeur sans qu'on soit vraiment sous le feu d'une actualité mordante. Parce que je précise qu'on avait lancé votre invitation bien avant ce qui s'était passé à Londres. Je le dis pour nos téléspectateurs, parce que pour le coup, c'est vrai. Justement, j'apprécie ça parce que c'est toujours embêtant de répondre avec une pression très importante à des questions qui sont quand même fondamentales, mais qui demandent vraiment de la réflexion, du recul. Mais donc là, il y a une critique sous-jacente des médias traditionnels qui, d'après vous, ne traitent pas assez en profondeur et traitent trop à chaud de l'événement actuel. Déjà, les médias demandent quoi? Ils demandent... Alors, il y a un ministre, il est obligé de s'exprimer tout de suite. Au bout de 10 secondes, il est obligé d'expliquer tout de l'attentat dont il ne sait rien, puisque il faut un minimum d'enquête, etc. Et même quand on a les éléments d'enquête, un temps d'analyse, et ça, je le vois trop souvent. Ils se retrouvent tous complètement... voilà, les intervenants qui viennent trop vite, les politiques qui agissent, réagissent avec des choses qui sont jamais simples. On n'est même pas sûr que c'est nécessairement terroriste. Il y a plein de conditions à remplir pour ça. Il faut un minimum de recul. Et ça, c'est pas bon. Et en plus, ils ne sont pas le choix. Ils sont mûrs parce que s'ils ne répondent pas tout de suite, les gens ne vont pas comprendre. Voilà. Mais non, on ne peut pas répondre tout de suite, c'est ceci, c'est cela, prendre position. La préfecture, on a vu la rapidité de réaction. C'est dangereux. Quels sont les risques, très concrètement, d'après vous, et propices c'est-à-dire que le public, parce que s'il ne répond pas tout de suite, le ministre, ça va être, il veut se défausser. Et les gens ne comprennent pas qui tout de suite n'y répondent pas. Mais d'un autre côté, après, comme nécessairement l'information première qui va être donnée, la réponse première va être démentie par les faits, au moins une fois sur deux, c'est pas pire. Les gens vont se dire il ne sait pas de quoi il parle, et puis du coup l'information va être un peu nébuleuse. Alors c'est quoi la vérité, puisque après on nous dit, puis il y a les réactions sur la contre-réaction et la réaction sur ce qu'il avait dit en premier, etc. Ça donne une espèce de brouillard. Moi j'avoue, quand je préfère largement prendre mon temps pour parler de terrorisme, ça évite d'ailleurs de dire n'importe quoi, ce qui est pas mal. Parce que pour vous parfois n'importe quoi est dit en plateau, notamment par des pseudo-experts. Vous diriez ça vous aussi? Il y a une critique d'un certain nombre d'experts en terrorisme que vous êtes bien placé pour dire s'ils le sont ou pas. Ils ne sont pas tous, mais comme si vous devez faire 24 heures sur 24 sur un sujet, au bout d'un moment sur la table, il faut bien les chercher en règle concentrique. Et puis surtout, même s'ils sont experts et qu'ils s'y connaissent, parler tout de suite de quelque chose sans avoir les éléments qui vous permettent de porter une analyse fine, c'est dangereux, quoi. Ils n'ont pas une boule de cristal. Moi, j'ai pas une boule. Quand quelqu'un sort un couteau et poignarde quelqu'un d'autre, ça peut être n'importe quoi à la base. Alors s'il hurle Allahu Akbar, oui, il y a peut-être une petite chance, voilà. Mais même dans ce cas de figure, il est peut-être complètement dérangé, il sort peut-être d'hôpital psy. Si vous voulez, il faut y aller doucement. Et donc vous préférez réagir à froid, et c'est ce que vous faites sur votre chaîne YouTube qui a donc été créée il n'y a pas longtemps. Vous avez mis 2 vidéos, 3 vidéos, 3, ça y est, la 3e qui vient de sortir aujourd'hui sur les Kurdes. Alors là, c'est peut-être un petit peu pointu, mais en tout cas, vous parlez aussi terrorisme, radicalisation, déradicalisation et prévention. Merci infiniment, Marc Trévidic, d'être venu nous voir ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour le retour de cet entretien sur Public Sénat dans LPL. Merci beaucoup. À suivre sur Public Sénat, c'est audition publique. L'invité ce soir est Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture. Et puis demain, Oriane Mancini, comme tous les jours, à 7h30 dans Bonjour chez vous. Son invité politique sera Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI. Très bonne soirée sur Public Sénat.